Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Bac. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants et de ceux qui sont à l'étranger. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'Afghanistan. Voici sans plus tarder le sommaire. Les filles privées d'école, le sort de l'Afghanistan préoccupe la communauté internationale. Il faut dire que depuis la prise de pouvoir des talibans, la situation c'est encore un petit peu plus compliquée. Mathilde Vessel se fait le point dans un instant. C'est une radio faite par des femmes, pour des femmes, Radio Begum. Et bien pour le moment, avec l'accord des talibans, quel est son rôle? Comment s'organise-t-elle pour distiller des cours, notamment aux jeunes Afghanes? Les jours de la radio sont-ils comptés? La fondatrice de cette radio est avec nous. Elle nous en dira plus dans un instant. Et puis plus d'école, ni de travail pour certaines femmes, notamment dans les services publics. Quel avenir pour la femme afghane? On tâchera de répondre là aussi à cette question avec Fahimé Robiol. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Chargée de cours à l'ESSEC, vous avez notamment enseigné aux universités de Kaboul et Téhéran. Et puis on est en plateau avec Hamida Aman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je parle justement de votre radio Begum. Vous en êtes la fondatrice. Et on en parlera largement dans un instant, juste après la loupe avec Mathilde. Salut Mathilde. Salut. Le système éducatif en Afghanistan, ça se passe comment? Alors avant que je vous explique en détail évidemment le système, eh bien il faut savoir une chose, l'Afghanistan fait partie des pays ayant le taux d'alphabétisation le plus bas au monde. En 2011, selon le classement de l'indice de développement humain, l'Afghanistan était le 15e pays le moins développé. Et je vous parlerai évidemment un peu d'histoire de ce pays qui est passionnant. Ce sera tout à l'heure, car il a été au centre de nombreux conflits, effectivement, ce qui explique aussi ce résultat dont je vous parlais. Alors pour revenir sur le système scolaire, il est divisé donc en 3 parties, l'enseignement primaire, l'enseignement moyen et enseignement secondaire. Concernant l'enseignement primaire, l'école est gratuite, elle est divisée en 2 parties, la première étant entièrement religieuse. Les cours sont dispensés dans les mosquées sous la responsabilité des clercs de mosquée. La deuxième école, elle dispense des cours universitaires dans les écoles publiques. Et je le disais, donc l'école est gratuite, mais uniquement en primaire, donc qui va de 7 à 13 ans. On y apprend les bases, c'est-à-dire à la lecture, l'écriture, l'arithmétique et leur culture nationale. Après le primaire, on passe à l'intermédiaire. Oui, elle dure 3 ans, ça correspond à notre collège. La réussite aux examens est obligatoire pour ensuite entrer dans les études secondaires. Et puis on termine avec l'enseignement secondaire qui lui dure 3 ans. Il peut se diviser lui aussi en 2 parties. Soit les élèves ont des matières générales pour entrer donc à l'université, soit il peut étudier des matières agricoles, aéronautiques, les arts, le commerce ou encore même la formation des enseignants. Une journée de cours en Afghanistan, ça se passe comment? Eh bien, comme le Brésil ou le Vietnam, mon cher Patrice, souvenez-vous, il y a plus d'élèves que de professeurs, donc il y a cours soit le matin, soit l'après-midi, mais jamais une journée complète comme en France. On parle d'histoire avec l'invasion soviétique en 1979 qui a changé la donne. Alors effectivement, suite à la guerre, les professeurs quittent en masse le pays, en général pour se réfugier en Occident, notamment dans les années 90. Il n'y avait que 650 écoles ouvertes dans tout l'Afghanistan. En 1996, les talibans ont restreint l'accès à l'éducation des filles. Après le renversement des talibans en 2001, le pays reçoit une aide internationale pour restaurer l'éducation. En 2003, 7000 écoles étaient ouvertes. On n'est plus dans les mêmes chiffres qu'avant, avec 27 000 professeurs et plus de 4 millions d'élèves, contre 1,2 million, dont 50 000 seulement élèves filles. Ça, c'était sous le régime des talibans. Et puis, dans ces années 2000, la religion est plus ou moins mise de côté, c'est-à-dire que le programme des écoles inculque tout de même évidemment des cours religieux, mais si les parents voulaient réellement des cours plus approfondis que la religion, eh bien c'était possible, mais c'était des enseignants religieux qui prenaient le relais. C'est-à-dire qu'à l'époque déjà, les filles n'avaient pas vraiment accès à l'école? Effectivement, le ministère de l'Éducation afghan a déclaré en 2007 que 60% des écoliers étudiaient dans des conditions précaires, comme des tentes par exemple. Ça fait partie des raisons qui poussent les parents à ne pas envoyer leurs filles à l'école, puisque les meilleures conditions n'étaient pas réellement réunis. Et puis il y avait une autre raison, c'était le fait que les professeurs étaient en majorité des hommes et non des femmes. Et puis l'autre raison, ce sont les attentats qui ont ravagé le pays. Dans les années 2000, les talibans ont mené des attaques terroristes terribles contre les écoles. Il est d'ailleurs l'un des pays au monde qui connaît le plus d'attaques contre ces écoles même. Des attaques terroristes qui ont évidemment dissuadé, on imagine, les parents d'envoyer leurs enfants s'instruire. On compte 5 millions d'enfants empêchés d'aller à l'école à cause justement de ces attaques. De 2006 à 2011,
2009, 439 professeurs et élèves ont été tués. C'est le chiffre le plus important au monde. Et puis, il ne faut pas oublier un autre aspect, celui du travail des enfants, qui est extrêmement important aussi en Afghanistan, en particulier des filles. Dans les zones rurales, l'UNICEF estime qu'un quart des enfants entre 7 et 14 ans travaillent. Et d'après l'UNICEF, près de la moitié des enfants entre 7 et 17 ans ne vont pas à l'école. Les talibans qui ont pris le pouvoir il y a quelques semaines. Oui, le 23 mars dernier, c'était il y a quelques semaines, alors que les écoles devaient rouvrir pour que les élèves débutent enfin une nouvelle année scolaire. Les talibans ont renvoyé les filles chez elles en les interdisant tout simplement de venir étudier. Les Nations Unies ont regretté, je cite, l'espoir brisé des filles à nouveau privées d'école. Les talibans ont ordonné la fermeture des collèges donc et lycées pour toutes les filles du pays, d'après les médias. Les nouvelles autorités de Kaboul avaient insisté sur le fait qu'ils voulaient prendre leur temps afin de s'assurer que les filles entre 12 et 19 ans seraient bien séparées des garçons et surtout que les établissements fonctionnent selon les principes islamiques. J'ai terminé cette chronique par des images de femmes. Bon. Oui, je voulais vraiment terminer cette chronique avec cette image de femmes, de jeunes filles qui, au risque, au péril de leur vie, ont manifesté pour leur droit d'aller à l'école. Les talibans armés les ont ensuite dispersées. C'est donc dans cette situation très compliquée qui semble inextricable, en tout cas, que l'école se trouve aujourd'hui en Afghanistan. Expression orale. L'expression orale avec Fahimeh Robiol et avec Hamida Aman, fondatrice de Radio Begum. Une radio de femmes, faite par des femmes. C'est un petit miracle au quotidien en Afghanistan. Exactement, on est en permanence en sursis, parce que, et pas que nous, tous les médias en ce moment, nous avons des pressions économiques très fortes, parce qu'on n'a plus de revenus depuis l'arrivée des talibans. Vous avez beaucoup de promesses, beaucoup de belles paroles, mais au final, il n'y a pas... Voilà, pas de financement, concrètement. Il n'y a pas eu de financement. Je viens d'obtenir très récemment un financement qui va juste nous aider à tenir le coup pour les 6 prochains mois. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui nous... Enfin, ça me rassure. L'équipe est soulagée. C'est notre cas, mais ce n'est pas le cas pour beaucoup d'autres médias qui ferment au fur et à mesure, surtout dans les provinces. Et effectivement, c'est un sursis encore pour nous, parce que nous restons le seul média dédié pour les femmes. Avant, il y a encore un an, il existait plusieurs radios faites par des femmes, pour des femmes à Kaboul, mais aussi dans les provinces, des chaînes de télévision, 2 chaînes de télévision, et elles n'existent malheureusement plus. Nous sommes les derniers. Et pour maintenir justement Radio Begum, vous avez dû aller voir le gouvernement ? Tout à fait. Un mois après l'arrivée des talibans, nous avons décidé d'envoyer une délégation. J'ai décidé d'envoyer une délégation, des hommes en particulier, pour aller discuter, pour leur présenter notre grille de programme et l'autorisation de reprendre nos programmes et nos diffusions, et surtout d'autoriser les femmes à revenir travailler. De revenir à la rédaction. Ils nous l'ont accordé en disant que, bien sûr, vous pouvez continuer, mais ne touchez pas à la politique, ne faites rien qui aille à l'encontre de l'émirat islamique d'Afghanistan et des préceptes de l'islam. Nous avons dû séparer les hommes des femmes sur le lieu de travail. C'est ce que nous sommes pliés à cela. D'accord. Et si c'était que ça pour continuer, nous étions prêts à le faire, bien sûr. Et à présent, nous continuons. Nous avons... L'équipe a passé par des moments très difficiles. Imaginez-vous que leur monde s'est écroulé le 15 août. Ouais. La plupart des journalistes, certaines sont parties, mais la plupart de mon équipe, la grosse majorité de l'équipe est restée. Tout le monde n'a pas pu parler. On parle de combien de personnes ? Là, actuellement, la rédaction se compose de 15 personnes. Mathilde ? Non, moi je trouve ça incroyable, effectivement, mais vous le disiez, tout le monde n'a pas pu partir. Effectivement, on se souvient de ces images absolument incroyables, des avions qui décollaient avec des gens dans les réacteurs qui s'accrochaient, enfin c'était absolument terrible. Mais quel était le sentiment là-bas à l'arrivée des talibans dans votre équipe? Et puis effectivement, les gens qui n'ont pas pu partir et qui ont fait le choix de rester, c'était un vrai choix de résistance ou parce qu'il n'y avait pas le choix? Je crois que si on donne le choix des jeunes Afghanes, des jeunes Afghans, je ne pense pas qu'ils aient envie de rester dans cet enfer. Et mais l'atmosphère était terrible. Oui. C'était un monde qui s'écroulait et ils avaient la peur au ventre. On ne savait pas ce qui allait se passer. Imaginez-vous, en plus, mon équipe est composée de très jeunes femmes qui ont entre 20 et, disons, 30 ans à peine. Et elles n'ont quasiment pas connu, pour la plupart, elles n'ont pas connu le régime des talibans. Elles étaient enfants, elles en ont entendu parler. Mais elles étaient terrifiées.
terrifiés. Et surtout, bien avant leur arrivée, nous, les femmes afghanes, parlaient déjà entre elles et il était clair que notre situation allait changer et que la situation des femmes afghanes allait se détériorer et que bien que l'Occident essaie de nous rassurer les Américains en disant non, nous négocions avec eux, cela va bien se passer, etc., personne n'y croyait. Et la preuve, c'est que les choses n'ont finalement pas changé. Très, très peu. Fahimeh Robiol, quel souvenir vous gardez justement de l'arrivée des talibans? Et est-ce que vous étiez sur place à l'époque quand c'est arrivé ou vous étiez en France? Non, je n'étais pas sur place, mais depuis la fin de l'année dernière, compte tenu que j'avais créé un réseau des femmes leaders afghanes avec lesquelles j'avais fait des programmes, des députés, des sénatrices, des activistes, les médecins, etc., etc., ils ont commencé à m'informer qu'on est en danger, faites quelque chose pour nous. Donc, j'avais prévenu un certain nombre d'instances, et puis, à partir du 15 août, on a tout fait pour faire évacuer celles qui étaient vraiment en danger. Et mon numéro de téléphone a été distribué à l'aéroport de Kaboul, comme quoi on ne la connaît pas, mais il paraît qu'elle est gentille. Et même maintenant, tous les jours, je reçois des coups de fil par WhatsApp. S'il vous plaît, sauvez-nous, sauvez-nous. Et des femmes qui sont cachées depuis 7 mois. Et c'est des véritables personnes qui sont en danger. Les colonels de l'armée, les policiers de l'armée, les médecins qui travaillaient dans l'armée. Voilà. Donc, vraiment, et puis les photos, quand on reçoit les photos, comment ils ont été battus, c'est terrifiant. Amida, voilà ma mémoire de ce que je peux vous dire sur... j'étais pas présente, voilà ce que je peux témoigner. Amida, il y a bien sûr cette date avec l'avènement des talibans, puis il y a l'autre date, c'était le 23 mars, le 27 mars dernier, 23, oui. où les filles se présentent à l'école et très gentiment leur dit de retourner chez elles. C'était des scènes terribles, des scènes de pleurs, des centaines de collégiennes en pleurs, les mères en pleurs, les professeurs en pleurs, une incompréhension totale. Mais personne, on ne comprenait pas. Nous étions tous devant les écoles. J'avais 2 équipes devant 2 différentes écoles pour couvrir l'événement, mais nous avons récolté que des pleurs, que des cris d'incompréhension. Et j'admets que jusque-là, j'ai voulu y croire. Je me suis dit... Leur donner le bénéfice du doute. Leur donner le bénéfice du doute. Ils ont demandé du temps. On demande du temps, on continue. Mais là, là, ils ont perdu toute crédibilité et on n'y croit plus. Et voilà, malheureusement, j'en viens à la conclusion qu'ils n'ont absolument pas changé. Quel souvenir vous gardez justement de ce 27 mars, Fahimeh? Alors, évidemment, toutes les images qu'on a pu voir. Mais c'est quelque chose que je me suis dit finalement, quand on regarde les talibans version 1, avant 2001, ils n'ont pas du tout changé, puisque quand vous lisez ce qu'ils ont fait, ils avaient interdit, à cette époque, les filles, à partir de 8 ans, d'aller à l'école, en disant, on va attendre que la situation soit... Donc, on a exactement en face de même discours avec les talibans. Et là, maintenant, ce qui se passe, c'est que les talibans ne peuvent pas laisser les filles à l'école. Pourquoi? Parce que le socle de leur existence, c'est leur charia à eux. Donc j'insiste pour ne pas dire l'islam, parce que c'est vraiment grave de dire qu'eux, ils sont des musulmans, mais je parle de leur charia à eux. S'ils le font, ça veut dire qu'ils mettent en cause leur propre structure qui les unit. Et c'est pour ça qu'il y en a quelqu'un qui ont dit on va les faire partir à l'école pour avoir notre reconnaissance par la communauté internationale. Et puis ceux qui étaient au Pakistan leur ont dit non, c'est pas possible. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut analyser cette marche arrière. Amida, comment on fait pour vivre au quotidien dans un média, construire un média avec bon nombre d'heures de programmes frais, fait par des femmes et des hommes, pour des femmes, sans pour autant, j'imagine, militer pour l'éducation?
Non, nous pouvons militer, nous pouvons parler militer, d'éducation. d'accord. Nous pouvons parler d'éducation et de notre désir et notre demande d'ouverture des écoles. Ça ne nous interdit pas d'en parler. D'accord. Mais ce qui est compliqué, imaginez-vous, nous avons une radio qui diffuse 24 heures sur 24. Nous ne sommes pas autorisés à diffuser de la musique. Nous le faisions encore jusqu'à il y a encore quelques jours à petite dose de la musique très calme et surtout religieuse. Même cela, depuis le début de la semaine, nous a été interdit. D'accord. Tout programme de divertissement sont interdits. Toute connexion via le téléphone, parce que nous avons beaucoup de programmes où les auditeurs appellent, passer des dédicaces, communiquer avec nos animateurs sont interdits. Ils ne veulent pas qu'un animateur homme discute par téléphone, même avec une auditrice. D'accord. Donc voilà, nous devons vraiment naviguer en permanence avec toutes ces contraintes pour quand même donner quelque chose. Les médias sont la seule voix de la société civile qui est encore présente, qui est encore audible. Et alors, à quoi ressemblent les programmes, justement, sur Radio Begum? Il y a notamment des cours. Alors, nous avons... matières, voilà, biologie, plein de choses. Nous faisons quand même plein de choses, mais que des choses sérieuses, voilà, et informatives, voilà. Alors, nous avons pris le parti d'être une radio d'utilité publique. Puisque le gouvernement ne nous donne plus rien, nous ne pouvons pas compter sur lui, nous comptons sur nous-mêmes. Alors nous avons des programmes de soutien psychologique avec une psychologue chaque jour, avec une antenne ouverte où les auditrices peuvent appeler, poser leurs questions, pleurer si elles le veulent. En dari, en pachtoun, les deux? Bien sûr, toutes nos animatrices sont là pour la plupart toutes bilingues. D'accord. Idem pour un programme de santé. Nous avons une gynécologue obstétricienne qui vient tous les jours aborder des sujets de santé, de puériculture, de nutrition. Et les femmes peuvent appeler pour poser des questions. Et c'est une consultation gratuite à chaque fois. Nous avons aussi des programmes religieux parce que les gens sont perdus pour quelle est la vraie place de la femme dans l'islam, pour éclairer les gens, pour pas qu'ils se fassent bourrer le crâne par tous ces mensonges. Voilà. Et la colonne vertébrale de notre radio, c'est l'éducation. Nous produisons depuis le début, bien avant l'arrivée des talibans, nous avons commencé à produire des cours via la radio. C'est-à-dire que nous réunissons des élèves, environ une dizaine d'élèves, et nous produisons des modules de 30 minutes par sujet et par matière, basé sur le programme de l'éducation nationale afghane, pour que les élèves qui sont derrière leur poste puissent utiliser leurs livres et suivre les cours de cette manière. Nous dédions 3 heures le matin en dari pour ces cours et 3 heures en fin de journée en pachto. Donc 6 heures sont allouées pour l'éducation. C'est incroyable. Et vous avez quel retour? Nous avons des très bons retours. Nous avons beaucoup de profs qui ont organisé des cours clandestins, des cours informels dans leur quartier, qui nous contactent pour nous parler pour nous dire qu'ils écoutent notre programme et ils en parlent autour d'eux pour les enfants. Et nous-mêmes, nous les contactons aussi pour créer un réseau, pour que le bouche à oreille se fasse, pour qu'on puisse en parler. Nous avons mis en place aussi une ligne téléphonique où les élèves ou leurs parents peuvent appeler pour poser des questions. Mais vraiment, nous faisons les choses avec les moyens du bord. Ouais. Parce que, comme je vous ai dit, ça fait à peine quelques semaines que nous sommes soutenus financièrement. Jusqu'à présent, c'était en fonds propres. C'est mes fonds propres. Et on essayait vraiment, avec les moyens du bord, de faire ce qu'on peut. Et là, on respire. Parce cela signifie qu'on va pouvoir perdurer et surtout on va pouvoir développer et faire appel à des profs beaucoup plus aguerris, des pédagogues, pour nous développer un contenu concrètement, beaucoup plus solide. Comment on peut vous aider aujourd'hui si on souhaite vous envoyer de l'aide, si on souhaite vous envoyer des fonds et qu'on vous entend aujourd'hui? Nous avons lancé une campagne de crowdfunding sur Hello Asso. Si vous allez sur Hello Asso et vous tapez Radio Begum, vous allez tomber sur notre page de crowdfunding pour collecter des dons. Fahimé, vous aussi, à votre niveau, vous tentez d'aider justement toutes les filles et toutes les femmes afghanes? Alors, ce que j'ai fait, la plaidoirie dont je vous ai parlé, de pouvoir faire en sorte que l'Afghanistan et les femmes afghanes et les filles afghanes ne soient pas oubliées. Je comprends qu'Ukraine,
c'est vraiment une tragédie pour l'Europe. C'est quelque chose qui est impensable. Mais on a d'autres tragédies. Il ne faut pas qu'on les oublie. Et ce qui se passe en Afghanistan, c'est une vraie tragédie. Donc, ce que j'ai fait, comme je dis, plaidoirie, on a fait également une campagne à partir de 27 sur Twitter en demandant aux petits-enfants français de faire des petites photos avec une feuille pour dire qu'il faut laisser les enfants aller à l'école pour essayer de maintenir cette possibilité-là. En ce qui concerne les écoles clandestines dont vous parlez, madame, les talibans l'ont interdit. Donc on a essayé également de dire on va se raccrocher parce qu'on a des moyens pour le faire, mais après on est devant le dilemme, est-ce qu'on peut prendre le risque pour ces femmes-là qui veulent impérativement créer ces écoles qui est une action très noble, ne pas les mettre en danger. Justement, en parlant d'infos en plus avec Mathilde. Effectivement, des écoles clandestines pour que les filles continuent d'étudier. C'est le combat de quelques femmes qui ouvrent leur maison. C'est le cas d'une habitante, notamment d'une maison modeste située dans les hauteurs de Kaboul, où une classe se tient 4 fois par jour tout de même. Ils sont donnés des cours de mathématiques et d'anglais. Elles ont entre 14 et 20 ans. Parmi elles, une jeune fille qui explique que cette classe clandestine est indispensable pour elle, car elle a un rêve, c'est de devenir médecin. Pour la propriétaire, en tout cas, de cette maison, elle dit connaître les risques, effectivement, mais son devoir de résistance est plus fort. Elle veut aider ces filles qui n'ont plus accès à l'école, justement. Amida, justement, l'éducation pour tous, ça nécessite de prendre aujourd'hui tous les dangers. Je pense parce que je crois que là, on n'a plus rien à perdre. Ce régime est en train de nous enterrer vivantes. Et c'est vraiment le cas de dire, c'est le sentiment général. Chaque fois que je vais à Kaboul, c'est ce qu'on me dit. On nous enterre vivantes. On n'a plus. C'est pour ça que les femmes prennent autant de risques pour aller aussi manifester. Elles n'ont plus rien à perdre. Bien sûr. Soit c'est mourir de faim, soit d'être complètement oubliées. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'école, mais il y a aussi toutes ces femmes aujourd'hui qui ne peuvent plus travailler. Ces femmes qui ne peuvent plus travailler, notamment dans les services publics en Afghanistan, c'est ça, hein? Bien sûr, tout le secteur public. Donc plus d'avenir, quoi. Il n'y a plus de femmes dans le secteur. Plus d'avenir, plus d'école, quoi. Bien sûr. Plus de travail. Plus d'école et plus rien à manger. Donc quand vous avez tous ces facteurs réunis, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on vend nos petites filles sur les marchés. Il y a des marchés de vente de petites filles à 118 ou 140 $. Donc une fois qu'on a vendu toutes notre filles, qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre ses reins. Et après, une fois qu'on a vendu ses reins, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, ça se passe dans des situations infernales. Et puis la personne qui a vendu un rein, eh ben, il devient infime pour toute sa vie. Donc c'est... On ne peut pas ne pas être outré de tout ce qui est en train de se passer. Mathilde. Mais on se demande quel écho a la communauté internationale chez les talibans. On a l'impression qu'il n'y a aucun écho, qu'il n'y a rien, qu'ils s'en fichent complètement de ce que peut penser l'Occident et j'ai envie de dire, des menaces aussi qui peuvent peser contre eux, mais ils s'en fichent. Qu'est-ce qu'il y a concrètement? Sur quoi on peut les attendre? Quel levier? Pour moi, à partir du moment qu'on a trop donné aux talibans, depuis 2018, 2012, on a commencé à négocier avec les talibans, en France d'ailleurs. On leur a donné cette idée qu'ils sont des gens extrêmement importants. On a impérativement besoin d'eux pour avoir la paix et la PPAX. Et c'est pourquoi ils se sentent intouchables. Et comme je disais, il y a le socle qui les empêche de faire des réformes. Et entre eux, ce n'est pas une homogénéité. Et ceux qui sont de réseau Haqqani ne sont pas les mêmes que les autres. Donc si les autres qu'on voit dans les différentes conférences, etc., et qu'ils disent des choses qui nous plaisent et on pense que ça y est, ça marche. Une fois qu'ils arrivent à Kaboul, eh ben, ça ne passe pas comme ça. Donc, dans l'interne du pays, la situation est extrêmement policière. Ils arrêtent les gens deviennent complètement disparus. Et puis, parlons des femmes qui ont manifesté. Il y en a plusieurs qui sont disparues. Il y en a plusieurs qui ont été tuées.
Et à ceci s'ajoutent, depuis 10 jours, tous ces attentats qui ont tué quand même dans 3 écoles un certain nombre. Oui, il y a eu des attentats, filles. effectivement, dernièrement. Bien sûr. Ils sont aussi touchés, effectivement, il y a ces dissensions internes, mais il y a aussi une sorte d'émergence, une réémergence de Daesh, apparemment, parce que ces attentats sont apparemment le fait de Daesh. Et donc, on voit qu'ils sont en train d'être déstabilisés. Et nous, les échos que nous avons aussi nos journalistes les côtoient, on va aux conférences de presse, et eux-mêmes, même leur base, même le gros de leurs troupes est en train de manquer de tout, et de nourriture surtout. Ah oui. Ils sont aux abois, même leurs troupes sont affamées, autant que la population. Donc, peut-être le salut ou leur perte viendra peut-être de ça. Parce qu'au final, au bout d'un moment, tout le monde va s'essouffler, tout le monde va... Et leurs membres compris. Aujourd'hui, la femme afghane, si elle travaille, elle le fait en mode télétravail. En mode télétravail, non, je crois que ça n'existe pas en Afghanistan. Ouais. À moins que vous travailliez pour pour les certaines Nations ONG, Unies. j'imagine, pour les Nations Unies. Ouais. Pour les Nations Unies, pour les cadres. Ouais. Malheureusement... Je disais, pour le domaine de la santé, c'est peut-être un petit peu différent. Elles arrivent encore à travailler. Oui, dans le domaine de la santé, les femmes sont autorisées, puisqu'il faut bien accoucher les femmes, puisqu'il est interdit que ce soit un homme qui le fasse. Il n'y a pas de gynécologue homme. Donc il faut bien s'occuper des femmes à l'hôpital, etc. Ça, c'est toujours le cas. Les institutrices pour le primaire enseignent. Après, dans le secteur privé, ceux qui sont encore en activité et qui peuvent continuer à salarier leur personnel le font, dans les banques, dans certaines organisations, certaines ONG qui commencent un petit peu à essayer de trouver des soutiens pour reprendre leurs activités. On continue un petit peu à faire fonctionner les femmes. Il y a des boulangeries publiques, il y a des boulangeries où les femmes sont autorisées à travailler. Nous couvrons, enfin, avec notre radio, par exemple Radio Begum, nous allons tous les jours là où il y a des femmes qui travaillent, même si c'est des petits boulots, des petites tâches, parce qu'il faut montrer que c'est possible. Il faut envoyer ce signal, bien sûr. Il faut, et pour que moi, la dernière fois que j'étais à Kaboul, partout, même des membres de ma famille, des femmes fortes qui avaient un bon vécu, qui ont vraiment traversé toutes ces années difficiles, les premières années de talibans, etc., me disaient, mais on n'a plus le droit de rien faire, on peut même plus sortir, ils vont nous tuer. Et j'étais étonnée de leur réaction, de cette peur complète. Alors je leur disais, mais non, mais tu as déjà passé tout ça, tu sais, là c'est différent. Ils sont durs, mais tu peux quand même sortir. Ne reste pas chez toi, il ne faut pas leur laisser, il faut pas que les femmes se plient à tout cela et disparaissent de la société et de l'espace public. Il faut continuer à occuper l'espace public. Parce que si on a peur et on se recroqueville, ils ont gagné. Fahimé, d'une manière ou d'une autre, est-ce que les femmes vont réussir à laisser leur empreinte en Afghanistan? Dans toutes ces manifestations qu'on voit, il n'y a pas d'hommes. Où sont les hommes? Dans tous ces aéroports, les gens qui partaient, il n'y avait que des hommes. Le peuple afghan, peut-être, a laissé ses filles, ses femmes dans les rues. Et à partir du moment qu'elles ne sont pas nombreuses, ils sont extrêmement menacés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est que, par ailleurs, on se doit le retenir de ne pas... quand on voit que c'est d'échec par avance, il ne faut pas les encourager encore d'aller dans la rue. Quand elles sont 10, qu'est-ce qu'elles vont faire? Donc, il faut faire une contestation et une pression qui vient de l'extérieur. De l'extérieur, on n'a pas parlé de façon générale de l'éducation. Même dans les écoles des garçons, il y a des parents qui n'envoient plus leurs garçons à l'école. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'économie, il faut payer. Deuxièmement, les professeurs, ils sont pour les plupart qui sont partis. Et puis, les professeurs femmes n'ont pas le droit de venir. Et certains ont été remplacés par des mollahs qui n'ont aucune compétence dans l'éducation. Il y a des risques d'attentat aussi énormes. Et puis, le risque de l'attentat. Et puis, pour les filles, ce qui était bien, c'est que quand il y avait la communauté internationale qui était présente, on donnait des petites sommes dans les villages et quelque part par là
pour encourager les parents d'emmener les filles à l'école. Maintenant, il n'y a plus de ça. Donc, toutes les raisons sont bonnes pour dire à quoi ça sert d'envoyer nos enfants à l'école. Un sentiment de frustration, de colère aussi parfois. Il faut ajouter aussi que les instituteurs, les profs ne sont pas payés de manière régulière. Ils sont payés tous les 2-3 mois. À coup de vraiment et leur salaire qui était déjà assez bas a été réduit à nouveau. Donc il n'y a même plus cette motivation économique pour aller faire ce métier. Pour aller faire ce métier. Ô combien essentiel. Et puis dans les provinces, les femmes dans tous les secteurs ont très peur parce qu'il y a beaucoup plus de pression et d'intimidation dans les campagnes, dans les petites villes, que dans la capitale. La capitale, je trouve que les femmes sont encore libres de vaquer à leurs occupations. Moi, quand je suis sur place, c'est presque comme d'habitude. Mais dans les campagnes, ce qu'on entend, c'est effrayant. Et c'est 95% du territoire. Les grandes villes ne composent occupent très peu de place dans ce pays. C'est la majeure partie, c'est les ruraux, c'est les provinciaux. Et ceux-là sont recrutés, ils sont impactés, leur vie et puis bien sûr en ville aussi, parce que les gens envoyaient encore plus leurs enfants à l'école dans les villes que dans les campagnes, mais la peur est beaucoup plus présente et les intimidations et les arrestations dans les provinces encore plus que dans la capitale. Un grand merci à toutes les deux, merci encore une fois pour tous vos témoignages. Je sais que vous repartez très bientôt en Afghanistan. On n'hésitera pas bien évidemment ici à School TV, le MAG, à suivre la situation. On espère que vous reviendrez nous apporter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, d'excellentes nouvelles. Je rappelle vos noms, Fahima Robiol, chargée de cours à l'ESSEC aux universités de Téhéran et de Kaboul, ça c'était avant, et Hamida Aman, fondatrice de l'excellente radio Begum. Un grand merci à vous, et puis bien sûr, on n'hésitera pas à contribuer au devenir de votre radio, qui est ô combien importante. Merci Mathilde pour cette très belle émission, et on dit à très vite pour un nouveau numéro de School TV Le MAG.